Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet essentiel, le trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA. On va s'appuyer sur un guide français de référence pour décortiquer tout ça et rendre les choses aussi claires et accessibles que possible. Et pour bien commencer, une question. Mais une question fondamentale. Ce mot, spectre, qu'est-ce qu'il signifie vraiment? On va voir que ce n'est pas du tout une simple étiquette, mais que ça renvoie à une immense diversité d'expériences humaines. C'est ça, le point de départ de notre exploration. Alors voilà notre programme. D'abord, on va définir ce fameux spectre. Ensuite, on regardera comment se passe le parcours du diagnostic, puis on enchaînera sur les interventions personnalisées, leur impact sur la vie de tous les jours, et on terminera sur quelque chose de crucial, comment on construit un bon réseau de soutien. Allez, on attaque notre première partie. Pour bien comprendre ce qu'est le spectre, il faut commencer par la base, par les fondations, c'est-à-dire une définition claire de ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme. Voilà qui est intéressant. Cette diapositive, elle nous montre les deux grands piliers qui définissent le TSA. D'un côté, on a les défis liés à la communication et aux interactions sociales. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle les comportements ou les intérêts restreints et répétitifs. En fait, c'est vraiment la combinaison de ces deux domaines qui va situer une personne sur le spectre. Une chose très importante à comprendre, c'est que le TSA est rarement tout seul. Bien souvent, il coexiste avec d'autres choses, de l'anxiété, des troubles du sommeil, un TDAH. Et toute cette complexité, ça nous montre à quel point un diagnostic précis et une approche globale sont absolument indispensables pour un accompagnement qui soit vraiment adapté. Ok, maintenant qu'on a posé la définition, voyons le parcours très concret qui mène à un diagnostic. Comment est-ce qu'on passe des tout premiers signes, des premiers doutes, à quelque chose de formel ? Ce schéma, il est parfait pour illustrer la rigueur de ce processus. Ce n'est pas juste un rendez-vous, non, c'est vraiment un parcours en plusieurs étapes. Ça commence par le repérage par l'entourage, puis un dépistage avec des outils bien spécifiques, et ça se termine par une évaluation complète avec toute une équipe de professionnels. C'est cette méthode qui assure que le diagnostic est fiable. Et là, on touche à une distinction qui est vraiment fondamentale. D'un côté, il y a le diagnostic nosologique. En gros, on donne un nom, on pose une étiquette sur le trouble. Mais il y a aussi, et c'est peut-être encore plus important, le diagnostic fonctionnel. Lui, il s'intéresse à l'impact concret du TSA dans la vie de tous les jours, à l'école, à la maison, dans les relations sociales. Le point clé, le voici. Un diagnostic précoce, c'est vital. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le guide, le cerveau d'un jeune enfant est incroyablement plastique. Il a une capacité d'adaptation phénoménale. Et ça rend les interventions mises en place très tôt beaucoup plus efficaces. Bon, une fois que le diagnostic est là, qu'est-ce qui se passe? C'est le cœur de notre troisième partie, les interventions. On va voir comment le soutien s'organise concrètement. Un accompagnement efficace, ce n'est jamais du prêt-à-porter. Non, tout repose sur un projet personnalisé. C'est un plan d'action qui est co-construit avec la personne, avec sa famille, et surtout, c'est un plan qui évolue, qui s'adapte constamment aux besoins et aux objectifs de la personne. Ce chiffre, 25, il est assez frappant, non ? 25, c'est le nombre minimum d'heures d'intervention par semaine qui est recommandé pour un jeune enfant, en comptant le temps scolaire. Ça donne vraiment une idée de l'intensité et de l'engagement que ça demande de la part de tout le monde pour que l'accompagnement précoce soit vraiment efficace. Alors, il n'y a pas une seule méthode magique. L'accompagnement, c'est plutôt une boîte à outils, remplie d'approches qui ont fait leurs preuves. On a par exemple des méthodes comportementales comme l'ABA ou des approches plus structurées comme le programme THCH qui mise beaucoup sur les supports visuels pour aider à l'autonomie. En fait, on combine ces outils de manière stratégique pour atteindre les objectifs fixés dans le projet personnalisé. Maintenant, sortons un peu de la théorie pour aller vers le concret. Comment est-ce que tout ça se traduit dans la vie de tous les jours ? C'est ce qu'on va voir maintenant, l'impact du TSA au quotidien. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit que si une majorité d'adultes sur le spectre travaillent à temps partiel, la part de ceux qui ont un emploi à temps plein ou un logement autonome est vraiment très faible, parfois moins de 10%. Ces chiffres, ils nous montrent de manière assez crue à quel point un soutien continu tout au long de la vie est absolument essentiel. Et ce tableau, il vient vraiment détailler l'impact concret du TSA. Ça peut être la difficulté à démarrer une conversation ou à la maintenir, la gestion du stress quand il y a un imprévu, ou encore les défis pour nouer des amitiés, trouver un travail. En fait, chaque ligne représente un aspect du quotidien où un bon accompagnement peut faire toute la différence. Face à tous ces défis, une chose est sûre, personne ne peut y arriver seul. La clé, la vraie clé, c'est de construire un réseau de soutien qui soit solide et bien coordonné. C'est tout un écosystème qui doit se mettre en place. La réussite, elle repose vraiment sur un écosystème complet. Il y a la famille, les proches bien sûr, mais il y a aussi l'école, les services médico-sociaux et même la communauté au sens large, le monde du travail. Tous ces acteurs doivent travailler main dans la main, en synergie, pour créer un environnement où les personnes autistes puissent vraiment s'épanouir. Et cette dernière citation du guide, elle résume tout.
Pour que cet écosystème fonctionne, il faut que tout le monde, les parents, les médecins, les enseignants, tous les professionnels parlent la même langue. C'est ça la clé pour avoir un soutien qui soit fluide, cohérent et donc vraiment efficace. On termine avec une question ouverte, parce qu'au-delà de la simple compréhension, il y a la question de notre rôle collectif. Comment est-ce que chacun, à son niveau, peut participer à construire une société plus inclusive ? Une société qui ne se contente pas de tolérer la neurodiversité, mais qui la considère comme une richesse. C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne tous.